aujourd'hui une vidéo sur la respiration, mais pas que. On va remonter ensemble à environ il y a 1,7 million d'années et ensuite aller voir progressivement qu'est-ce qui a été modifié, qu'est-ce qui a changé dans l'humanité pour savoir où est-ce que l'on en est aujourd'hui au niveau de la respiration et un petit peu aider, vous donner des pistes en fait pour vous aider à mieux respirer, à mieux gérer le stress, etc. Vous allez voir, ça va être passionnant. Commençons tout de suite. Pourquoi la respiration est aussi importante? Eh bien, pour vous donner un ordre d'idée, il faut savoir que chaque jour, il y a environ 13 kilos d'air qui passent en fait par notre corps, que ça soit évidemment par le nez, malheureusement, beaucoup par la bouche, mais pas que, puisqu'il y a aussi toute la surface de la peau qui est concernée par cette respiration. Et donc 13 kilos d'air pour environ 2 kilos de nourriture qui va être ingérée et évacuée, mais aussi 2,3 kilos d'eau, où là, ça comprend évidemment l'eau de la nourriture, l'eau de boisson, mais aussi l'eau qui est présente dans l'air, l'eau en fait que l'on va venir bouger, modifier, qui est déjà dans notre corps pour ensuite l'évacuer par la perspiration, par la transpiration, par les urines, évidemment. Donc, juste pour vous donner cet ordre d'idée-là, retenez pas forcément les chiffres, mais simplement de vous dire qu'il y a 13 kilos d'air pour finalement à peu près 2 kilos et 2 kilos d'air, de nourriture et d'eau. C'est vraiment très peu par rapport à l'air qui rentre en fait finalement dans notre corps. Imaginez l'importance véritable de la respiration dans notre quotidien. C'est vraiment phénoménal. Si l'on reprend, il y a 1,7 million d'années avec Homo habilis. Physiquement, ils étaient, si on devait avoir un Homo habilis qui était dans la rue aujourd'hui, on verrait la différence, c'est certain. Au niveau des bras, des coudes, c'était beaucoup plus pointu, mais surtout leurs narines, en fait, étaient bien plus larges que les nôtres et beaucoup plus ouvertes verticalement. Ce qui fait qu'au niveau de l'air, c'était bien plus facile d'avoir en fait un gros volume d'air qui rentrait vis-à-vis de nous. Ce qui veut dire aussi qu'il n'avait donc pas besoin de menton. Vraiment, le faciès a énormément bougé depuis. Et c'est vraiment par rapport à ça. Le régime alimentaire était entièrement crudivore, ce qui veut dire qu'ils utilisaient aussi des cailloux pour venir taper sur les aliments qui étaient durs, pour venir les attendrir. Donc, certainement que ça soit autant de la viande que des végétaux, suivant en fait ce qu'ils pouvaient trouver. Un petit bond dans le temps encore. Là, on revient il y a environ 800 000 ans. Et donc, l'être humain a domestiqué le feu, enfin, plutôt ses ancêtres, nos ancêtres même. À ce moment-là, en fait, d'un intestin qui était vraiment très très long, eh bien, il va venir se réduire considérablement puisqu'il a moins besoin d'espace pour réussir à absorber tous les nutriments qu'il consomme. Et ainsi, l'Homo habilis devient Homo erectus. La domestication en fait du feu va amener vraiment un surplus d'énergie qui sera très intéressant, surtout pour le cerveau, qui va augmenter de volume de plus de 50% vis-à-vis de l'Homo habilis, ce qui est absolument énorme. Et ces 50% supplémentaires, eh bien, il leur faut de la place. C'est logique. Forcément, les muscles en fait du visage vont venir se modifier. Tout le crâne en fait va venir se modifier pour répondre à ce besoin de place. Les muscles du visage vont venir plus se relâcher. Au niveau des os de la mâchoire, ça va venir en fait s'affaiblir, s'amincir, étant donné aussi qu'avec le feu, on a moins besoin de mastiquer. Donc tout le bas en fait du visage, il va venir se raccourcir, ainsi que la bouche évidemment. Ce qui va faire une élévation au niveau osseux, ce qui donne finalement la création d'un nez qui est proéminent, c'est-à-dire qui ressemble au nez que nous avons actuellement. Pour le nez, eh bien, il est
beaucoup plus étroit, il est beaucoup plus aussi vertical, ce qui veut dire que les narines viennent en dessous et donc l'air a besoin de faire un gros mouvement pour réussir à rentrer. Et donc, ça demande beaucoup plus d'efforts aussi pour, pour absorber de l'air. Mais à l'inverse, par contre, c'est bien plus efficace pour venir filtrer l'air. Ça, on va reparler pourquoi le fait de filtrer l'air est intéressant pour nous. Au niveau du coup de la bouche, des sinus, eh bien, mais aussi au niveau de la gorge, en fait, tout simplement, tout ça va devenir beaucoup plus étroit et plus nous cuisinons, en fait, plus nous utilisons le feu, moins nous allons donc mastiquer puisque tout va être détérioré et moins, en fait, on va venir stimuler ici. Or, ce qu'il faut bien, avoir en tête, c'est que au niveau du, palais, eh bien, c'est aussi le plancher nasal. Donc plus nous mastiquons, plus nous avons besoin de faire baisser, en fait, notre palais et donc plus l'air va réussir à rentrer. D'où le fait que la mastication, c'est quelque chose que quand vous avez, rendez-vous avec moi, je rabâche énormément et je vous embête avec ça. C'est parce que c'est totalement vital pour une meilleure oxygénation et pour après tout le reste, on verra ça derrière. Et également, lorsque, avec le fait que nous ayons aussi besoin de beaucoup plus, cuire, qu'auparavant. Ça a fait que les aliments, sont devenus donc plus mous, plus finalement transformés et donc ce qui a fait que notre rapport aussi en termes de calories, pures et dures et bien il a augmenté. Ce qui a fait que le cerveau est venu donc, vraiment grossir et donc venir aussi prendre beaucoup plus de place vers l'avant et c'est aussi pour ça que, pour le maintien, en fait, le visage s'est mis à s'allonger et quelque part à s'atrophier. Maintenant, Homo sapiens. Donc dans la savane africaine, il y a environ 300 000 ans, c'est là que l'on a retrouvé, ce que l'on a appelé Homo sapiens. Donc il n'y avait pas que l'Homo sapiens à ce moment-là. Il y avait l'Homo heidelbergensis, donc lui qui était beaucoup plus robuste, qui, réussissait à construire vraiment des abris qui chassait beaucoup plus le gros gibier et qui était plutôt situé dans l'Europe, en fait, actuelle. Il y avait aussi l'Homo neanderthalis, donc celui-ci que l'on connaît aussi pas mal, avec un nez qui était vraiment, massif, des membres qui étaient rabougris, mais lui, il était connu surtout pour, donc réussir à fabriquer des vêtements et à vivre plutôt dans les zones glacées, d'où les vêtements. Voilà, il y avait aussi l'Homo, naledi. Lui, il avait un cerveau qui était, absolument minuscule, avec des hanches qui étaient très larges et des bras qui étaient vraiment, filiformes. Au niveau du corps, il était finalement quasiment, toujours, accroupi plus que debout. Et pourquoi il y a eu aussi autant de différences et de mélanges finalement? C'est parce que l'Homo sapiens, l'être humain finalement, a eu besoin bien de s'adapter en fonction des contrées dans lesquelles il vivait. Donc, plus les contrées étaient fraîches et plus le nez vient s'amincir et s'allonger pour permettre en fait de réchauffer l'air de façon beaucoup plus efficace. Et avec cela, eh bien évidemment, la peau va être aussi beaucoup plus claire pour mieux absorber les rayons du soleil, étant donné qu'il y a des habits pour protéger du froid. Donc, il y a beaucoup moins de surface aussi exposée à la luminosité. Et qu'autant justement que les contrées donc étant fraîches, possiblement avec une météo un peu moins clémente, un petit peu moins ensoleillée, donc moins envie de se dénuder pour prendre le soleil. Et à contrario, par contre, avec des latitudes qui étaient beaucoup plus chaudes, eh bien le nez est beaucoup plus large et beaucoup plus plat, parce que là, ça va être beaucoup plus intéressant pour réussir à filtrer l'air chaud, donc venir diminuer cette chaleur surtout l'air chaud et humide. La peau, évidemment, va être plus foncée pour, elle, se protéger des rayons du soleil, mais aussi parce qu'il y aura moins besoin de
faire travailler la peau pour faire notamment de la vitamine D, par exemple. Au niveau du développement, eh bien, d'après les chercheurs de l'université d'Arizona à Tucson, ce qui va venir en fait séparer les animaux à petit cerveau vis-à-vis de ceux à grand cerveau, ce sera finalement l'endurance physique. Il faut donc de gros poumons dotés d'une meilleure efficacité respiratoire pour réussir à évoluer. Voilà pourquoi c'est, on va dire, plus logique que l'être humain a développé ensuite la respiration buccale pour pouvoir finalement développer la capacité pulmonaire, certes, mais par contre à son détriment physiologique. Il faut savoir que donc avec l'évolution, nous avons donc, comme je le disais, développé en fait la respiration buccale. Comment en fait finalement ça s'est passé? Eh bien, nous avons fait descendre notre larynx. Étant donné que la langue, elle est, de plus en plus longue, de plus en plus, flexible, eh bien ça amoindrissait finalement de plus en plus, le passage de l'air et donc c'est pour ça que nous sommes arrivés à la respiration buccale. Sauf que, il y a eu 2 choses. Donc le côté positif vis-à-vis de la descente du larynx, eh bien, ça a été donc développer les poumons, mais aussi de développer la communication vocale, d'avoir, plus de sons différents, bref, une meilleure communication, tout simplement. Mais l'inconvénient, c'est que nous avons commencé à avoir un risque de fausse route, mais aussi le risque, en fait, d'apnée et le risque de ronflement. L'inconvénient de tout cela, eh bien, ça va être que désormais, à l'heure actuelle, il y a environ la moitié de la population qui respire régulièrement par la bouche, si ce n'est, peut-être à 90 du temps, c'est assez énorme. Et qu'est-ce que ça va entraîner pardon, comme conséquence? Eh bien, au niveau des conséquences, il va y avoir en fait une réduction de l'espace à l'avant du crâne humain. Ce qui veut dire que donc le palais, étant donné qu'il se développe pas suffisamment vers l'avant, il va être obligé de se développer en hauteur. Donc plus ça va, on va dire, moins ça va et justement plus les palais vont être étroits ou autrement ogivales et très hauts. Ce qui veut dire que, eh bien, plus on utilise finalement, la respiration buccale et plus le plancher, donc nasal, est faible et plus le nez va venir s'atrophier. Ce qui veut dire qu'on va avoir beaucoup plus de risques d'asthme, beaucoup plus de risques de sinusite, de rhinite, bref, moins finalement après c'est le cercle vicieux, puisque, on utilisera de moins en moins les sinus. Au niveau des conséquences, pour la respiration buccale, plus on va l'utiliser, plus ça va jouer donc sur notre morphologie. Le visage va être bien plus allongé, alors moi j'en fais, totalement partie. On va avoir potentiellement une mâchoire, pendante, comme ça, voilà, un rétrécissement de l'arcade dentaire et donc on va entendre que la langue est beaucoup trop grosse par rapport, aux dents, ce qui est faux, qu'il va falloir enlever en fait des dents et cetera, ce n'est pas normal et plus ça va aller, plus le visage va être aussi, très pâle, très, aplati également. Donc moins en fait, on va avoir de la vie à l'intérieur, du corps, puisque tout l'organisme ne sera pas bien oxygéné et surtout, en fait, le cerveau. Et on va revenir après sur les d'autres conséquences encore. Mais pour, vous dire, plus aussi on a une respiration buccale, plus l'air, il va vraiment être, projeté finalement contre les tissus mous à l'arrière ici et pour venir en fait élargir le passage. Donc ce qui veut dire que les muscles pour cette zone-là vont être un petit peu trop toniques afin de, venir absorber ce choc et ce qui fait que ce sera beaucoup plus facile de garder la bouche ouverte. Ce qui entraîne donc également une apparition vraiment de toutes les maladies pardon, parodontales, d'une mauvaise haleine possible liée au microbiome qui n'est pas adéquate puisque l'environnement ne sera pas suffisamment humide. Et pour certains en fait, des chercheurs, c'est également la première cause des caries que cette respiration buccale.
Évidemment, il y a d'autres choses qui rentrent en compte puisque, bon, là je dévie, mais je suis à peine d'accord avec ce chercheur-là, étant donné que pour moi, c'est l'une, des causes évidemment, mais que souvent elle est associée à d'autres, mais c'est pas l'objet de cette vidéo aujourd'hui. Également, avec la respiration buccale, le taux en fait de dioxygène va venir diminuer. C'est-à-dire qu'il y en a beaucoup plus qui vient dans les poumons, mais par contre, pour réussir à transposer cet oxygène dans chacune de nos cellules du corps, eh bien, c'est beaucoup plus compliqué lorsque c'est une respiration buccale, puisqu'il n'y a pas l'oxyde d'azote. Pour ceux qui me connaissent, c'est vraiment la partie pour ceux qui sont inscrits à ma newsletter. Donc, si ça vous intéresse, le lien, il est en description pour avoir beaucoup plus d'informations sur le sujet, mais pas que, pour avoir énormément d'informations sur tout ce que je connais, tout ce que j'aime, c'est-à-dire la santé. Et plus précisément, évidemment, en lien à la périnatalité. Donc, pour ce taux de dioxygène, lorsqu'il diminue, donc la diminution, elle est considérée comme grave lorsque ce taux vient passer la barre, passe sous la barre des 90%. Donc, ce qui est assez facile finalement, puisqu'il va entraîner à terme des dysfonctionnements au niveau cardiaque, des migraines, des problèmes de mémoire, mais pas que. Il y a en fait un risque de décès finalement prématuré. Donc, vous voyez que ce que l'on a gagné d'un côté, eh bien, on le paye énormément de l'autre. Voilà pourquoi la respiration buccale, c'est vraiment quelque chose à ne pas prendre à la légère, justement, et qu'il faut absolument diminuer au maximum. Donc, la respiration buccale entraîne également une diminution de 40% de l'eau dans le corps. Pourquoi? Eh bien, parce que tout simplement, lorsque vous respirez par la bouche de façon quasiment constante, donc évidemment, ici, vous en perdez, ça, c'est plutôt facile à comprendre, mais pas que. Eh bien, plus vous respirez par la bouche, plus il y a une augmentation du besoin d'uriner. Pourquoi? Parce que la glande pituitaire, lorsque vous êtes dans le sommeil profond, le sommeil régénérant, eh bien, il y a une sécrétion, en fait, tout simplement d'hormones qui vont permettre la libération d'adrénaline, d'endorphine, d'hormones de croissance, en bref, de tout un tas d'hormones, mais aussi de vasopressine pour venir stocker l'eau. Lorsque vous êtes en respiration buccale, votre corps est en état de stress. Donc, le sommeil ne va pas être profond, même si vous en avez l'impression. Ce qui veut dire que vous aurez plus envie d'uriner durant la nuit et vous aurez plus envie de boire également. Ce qui va entraîner donc potentiellement une énurésie chez les enfants, potentiellement du TDAH, donc il n'y a pas que ça, mais ça en fait partie, potentiellement un diabète, une hypertension artérielle, un risque plus important de cancer, mais surtout des insomnies, sans que vous en ayez forcément l'impression, hein. Tout ça à cause de l'incapacité finalement à respirer par le nez. Alors que si vous êtes en respiration nasale, donc déjà, voyons le rôle du nez. Donc le nez, il sert à filtrer l'air, à le réchauffer lorsqu'il y a besoin, ou au contraire à venir diminuer la température, et humidifier l'air s'il y a besoin. Tout ça permet en fait d'augmenter l'absorption de l'oxygène. Il y a aussi au niveau du nez vraiment en fait tout un tissu érectile. C'est assez intéressant de se dire quand même que, que le nez finalement là, est connecté directement aux parties génitales. Pourquoi? On ne sait pas exactement. Mais en tout cas, ce qui pour l'instant ressort, c'est que ça permet un afflux d'hormones et ça permet aussi de diminuer la tension artérielle. Voilà. Ensuite, pour les narines, si vraiment on s'arrête à chaque narine. Donc les 2 narines ensemble, c'est comme une sorte de climatiseur réversible. Mais passons maintenant à chacune des narines. Eh bien, la narine droite, c'est vraiment la pédale d'accélération. C'est-à-dire que si vous respirez uniquement par la narine droite pendant quelques temps, vous aurez votre circulation sanguine qui va prendre de la vitesse. Et donc ainsi, le corps va venir se réchauffer. Donc ça peut être intéressant de le faire le matin, par exemple. Et ce qu'il faut aussi savoir, c'est que le cortisol, mais aussi la tension et aussi la fréquence cardiaque vont venir augmenter. En fait, la narine droite, elle permet d'activer
le système nerveux sympathique. Donc, c'est le mécanisme vraiment du combat-fuite. Donc, comme toujours, il y a en fait un équilibre à avoir. C'est-à-dire, si vous ne respirez que par la narine droite, eh bien, ça voudra dire que vous développez énormément le combat et la fuite. Donc, vous êtes aussi toujours finalement en état de stress. Pourquoi? Eh bien, parce que l'afflux de sang va finalement aller dans l'hémisphère opposé du cerveau, donc aller vers l'hémisphère gauche. Et plus particulièrement, d'ailleurs, dans le cortex préfrontal, ce qui permet une prise de décision logique, ce qui aide au langage et ce qui aide aussi au traitement de l'information. Pour vous donner un exemple, lorsque vous avez une bête féroce qui vient vous attaquer, c'est logique de potentiellement pouvoir discuter avec d'autres, pour réussir à avoir une tactique pour soit s'enfuir, soit, tuer la bête féroce pour éviter que ça soit l'inverse. Mais aussi, il faut prendre des décisions super rapidement, de façon évidemment beaucoup plus logique pour réussir en fait à s'en sortir. Maintenant, pour la narine gauche. Eh bien, la narine gauche, si la droite c'était l'accélération, la gauche, ce sera le freinage. La narine gauche, elle vient stimuler plutôt le système nerveux, mais parasympathique, donc le côté relaxation, digestion. Donc la narine gauche, elle abaisse la tension, elle vient rafraîchir le corps et réduire l'anxiété. Ce qui veut dire qu'elle envoie le sang beaucoup plus dans le cerveau droit, donc qui permet la pensée créative, qui a aussi un rôle dans la formation d'abstraction mentale. Et lorsque c'est en excès, eh bien, qui a aussi un rôle dans la production d'émotions dites négatives. Donc tout ce qui va être le côté peut-être anxiété, déprime finalement. Donc la respiration nasale en général va venir augmenter aussi la digestion puisqu'il y a cet équilibre qui va se faire naturellement. Et ce qui a été vu également, ce qui est intéressant, c'est que la respiration nasale va venir changer pour les femmes durant leur phase menstruelle. Donc je n'ai pas, exactement les chiffres, savoir si ça augmente, si ça diminue, s'il y a un côté plus de l'un que de l'autre, mais je trouvais ça assez intéressant et la, respiration nasale évidemment va venir réguler tout ce qui est fréquence cardiaque, va venir aussi, dilater les vaisseaux. Ce qui veut dire que si vous avez, c'est souvent le cas des femmes, les mains et les pieds froids, c'est mon cas, hein, voilà, et bien plus vous allez aider en respirant par le nez et plus vous allez aider vos vaisseaux à se dilater et donc éviter d'avoir les extrémités toujours froides. La respiration nasale aide également à engranger finalement des souvenirs grâce au cerveau limbique, donc qui est vraiment situé en haut du nez. C'est vraiment la zone la plus proche. En sachant aussi que la densité des poils du nez va venir influer sur le risque d'asthme ou non, puisque son rôle est de venir filtrer l'air. Plus les poils finalement sont assez denses et mieux il va venir absorber ce qui ne devrait pas être ingéré par l'organisme. Et aussi, les narines, elles pulsent à leur propre rythme. Voilà pourquoi c'est aussi facile d'avoir une narine qui est plus développée que l'autre. Donc ça, moi, c'est quelque chose aussi qui m'intéresse de me dire, est-ce que si c'est cette narine-là, ça veut dire que c'est ce système, nerveux qui est plus important? J'ai pas suffisamment de recul, j'ai pas suffisamment vu de personnes à l'heure actuelle pour vraiment me faire une idée, parce qu'il en faudrait, plusieurs centaines. Donc c'est malheureusement pas encore le cas. Mais c'est quelque chose, moi, que ouais, que j'ai envie de voir. Donc n'hésitez pas à me dire dans la barre de commentaires si vous avez une narine qui est plus développée. Donc c'est pas, de devant qu'il faut le voir, mais c'est vraiment par le dessous pour voir l'ouverture nasale. Et donc je vous ai parlé un tout petit peu avant de l'oxyde nitrique et c'est grâce, en fait, au sinus qui libère cet oxyde nitrique et donc ça permet vraiment, entre autres, d'augmenter finalement le dioxygène dans les cellules, c'est-à-dire qu'il facilite la prise de ce dioxygène, de sanguin à rentrer dans les cellules. En ayant cette vision-là, vous allez certainement me dire: «C'est très bien Johanna, mais sauf que d'après, ce que tu nous dis, eh bien, la respiration buccale, elle est importante pour faire, en fait, un effort physique»
puisqu'on va avoir quand même beaucoup plus d'oxygène dans le corps. Donc peut-être que ce sera moins bien utilisé, mais pour faire des efforts, c'est mieux. Eh bien, en réalité, non. C'est un leurre, puisque la respiration en fait, nasale va venir diminuer la fréquence cardiaque, va venir finalement aider au niveau de la VO2 max, etc. Puisque la fréquence cardiaque, elle va rester stable grâce à cette respiration nasale, donc certainement grâce à cet oxyde d'azote. Il faut savoir qu'en respiration nasale, l'effort, il est finalement divisé par 2. On augmente l'endurance de façon exponentielle, ce qui veut dire que les athlètes vont être beaucoup plus revigorés et vont beaucoup moins ressentir en tout cas de fatigue. Donc, soit vous conservez la respiration buccale vraiment pour le gros coup de boost, hein, soit autrement uniquement. Bon, en fait, sinon jamais. La respiration buccale, vous vous en passez tout le temps. Et même si vous devez avoir un tout petit peu, parce que là, vous voulez faire un méga sprint, je ne sais pas, sur 20 mètres, vous passez en respiration buccale, mais vous venez tout de suite après récupérer en respiration nasale. Ça va être très important pour votre organisme. Et donc, cet oxyde d'azote, il aide finalement l'air à se transformer ainsi que la nourriture en énergie. Donc, plus vous avez une respiration en anaérobie, c'est-à-dire via le glucose, c'est une énergie qui va être facile et rapidement accessible surtout. Donc, c'est vraiment le système de secours, c'est vraiment le turbo, hein, comme je le disais. Mais par contre, c'est très peu efficace et c'est beaucoup plus toxique parce que vous allez produire énormément plus d'acide lactique. Donc, ça va entraîner des nausées, une faiblesse musculaire, une sudation plus importante. Et c'est pour ça qu'il faut commencer en fait beaucoup plus doucement pour éviter cela. Donc, de soit venir bien souffler avant de commencer l'effort et de commencer l'effort finalement sur un expire plutôt qu'un inspire, soit prendre le temps, c'est-à-dire repartir bien plus bas au niveau de votre effort. Je sais pas, un kilomètre-heure qui est beaucoup plus faible, avec une distance aussi beaucoup plus faible, pour venir récupérer. Et vous allez voir que ça peut revenir assez rapidement malgré tout. Et donc, contrairement à la respiration qui est aérobique, c'est donc qu'avec la respiration nasale que vous allez principalement vraiment réussir à la faire, c'est réalisé en fait par les fibres musculaires, donc il va y avoir beaucoup moins de contractures. Ce qui veut dire qu'au niveau de l'utilisation de votre dioxygène, elle va être quand même 16 fois plus efficace. Donc c'est pas rien. Pour continuer un petit peu sur le système respiratoire, passons maintenant aux poumons. Donc, les poumons, ils sont tapissés de nerfs qui s'étendent vraiment des deux côtés du système nerveux autonome. C'est-à-dire que il y a une grande partie des nerfs qui est connectée au système nerveux parasympathique qui est situé plutôt dans les lobes en fait inférieurs des poumons. Ok. Plus nous inspirons donc en douceur et en profondeur, plus nous expirons aussi longuement et plus le pouls va venir ralentir. Et donc, plus nous allons nous calmer. Jusque-là, tout va bien. C'est donc ainsi que le genre Homo, donc Homo sapiens, etc., a évolué de façon finalement à pouvoir passer la majeure partie de son temps en temps de veille et tout le temps de sommeil, dans cet état comme ça de relaxation et de récupération. Donc, ce qui veut dire que finalement, se poser, flémarder, chiller, comme on appelle, eh bien, ça contribue à notre humanité, chose que l'on a totalement oubliée. Mais bon, pour ce qui est maintenant de la partie haute des poumons, eh bien, c'est vraiment le système nerveux sympathique, qui est beaucoup moins sympa, comme on l'a déjà vu. C'est-à-dire que là, on va venir vraiment stimuler un centre d'appel des secours. C'est beaucoup plus primitif, hein. On va venir vraiment dévier l'afflux de sang de l'estomac, de la vessie, pour aller vers les muscles et le cerveau, parce que ce qui est important, c'est de se carapater. Donc, on a beaucoup plus aussi d'impulsion que de côté réflexion, puisque là, c'est vraiment eh bien, le mode survie qui se met en route. Donc, ce qui peut être très intéressant, mais pas tout le temps.
Alors, d'après Wim Hof, en tout cas au niveau de son travail, eh bien, lui, il a beaucoup travaillé sur le Tumo et ce qu'il avait vu, c'était plutôt que les maladies auto-immunes, eh bien, elles pourraient être liées à des dysfonctions de ce système nerveux-là, justement, autonome. C'est une approche qui peut être intéressante à approfondir. Comment réussir à passer de cette respiration finalement haute à cette respiration beaucoup plus inférieure, on va dire, au niveau du poumon, eh bien déjà, ça peut être intéressant de venir stimuler le nerf vague. Donc ça, c'est aussi toutes les théories du système polyvagal, ce qui est hyper intéressant vraiment. N'hésitez pas à me dire si vous voulez des vidéos sur le sujet, etc., dans la barre de commentaires. Ça me fera vraiment plaisir de le faire. J'en profite d'ailleurs, pour une fois, je vais faire ma youtubeuse. N'oubliez pas de vous abonner. N'oubliez pas du coup d'activer la cloche. Et si vous souhaitez avoir un contenu vraiment exclusif, pensez à bien vous inscrire à ma newsletter, puisque vous avez une vidéo beaucoup plus régulièrement, afin d'aller encore plus loin dans tout mon partage de connaissances. Donc, revenons au nerf vague. Donc, pour venir aussi le stimuler, ce qui peut être fait, c'est vraiment le côté balancement ou bercement. Ce n'est pas pour rien que c'est un mouvement que l'on fait naturellement lorsque l'on a un bébé qui pleure et qu'on le prend dans nos bras. On va venir se balancer, le bercer pour aider finalement à stimuler ce nerf vague. Autre stimulation du nerf vague, ça peut être l'exposition au froid. Donc s'asperger ne serait-ce que le visage d'eau froide, eh bien vous faites un choc finalement pour réussir à reprendre le contrôle de votre corps, le contrôle de votre système nerveux. Pour aller encore un peu plus loin, à respiration normale, il faut savoir qu'il y a environ un quart seulement de l'oxygène qui est absorbé par les poumons. Chaque hématie, globule rouge, ne va venir se décharger que de 25% du dioxygène qu'elle possède. Ce qui veut dire que les 75% restants, eh bien, ils restent associés à cette hématie et viennent retourner en fait au poumon. C'est comme une sorte de mécanisme de réserve, ce qui peut être intéressant, mais par contre, au bout de 3 circulations complètes, il n'y aura donc plus d'oxygène neuf, ce qui veut dire environ en 3 minutes. Voilà pourquoi le fait de venir respirer plus lentement, eh bien, les poumons vont réussir à absorber beaucoup plus de dioxygène tout en travaillant moins. C'est vraiment le moindre effort pour le juste effet finalement. Ce qui veut dire, pour réussir à avoir ça, c'est environ 6 secondes, ce serait la durée idéale par inspiration, mais aussi 6 secondes par expiration. Et en haute montagne, c'est vraiment le plus efficace, c'est d'avoir réussir en tout cas à avoir 6 souffles par minute, ce qui n'est pas si simple que ça. C'est simple sur le papier, mais il faut de l'entraînement lorsque ce n'est pas du tout votre cas déjà dans la vie courante, alors encore moins en haute montagne. Et donc attention, parce que respirer moins, ce n'est pas du tout la même chose que de respirer lentement. La clé, ce serait donc de respirer moins souvent, mais en absorbant aussi moins d'air. Je m'explique. Le fait d'allonger les respirations, c'est souhaitable, surtout pour un exercice qui est d'intensité faible ou modérée. Lorsque nous respirons trop, le sang va venir concentrer le dioxyde de carbone qui va être en trop grande quantité et le pH sanguin va venir s'élever. Le corps étant super bien fait, il faut se le dire, eh bien, il y a un rôle tampon qui va venir déjouer cette élévation du pH parce que ce n'est pas du tout souhaitable. Donc, les reins vont venir rejeter du bicarbonate dans les urines afin de diminuer donc le pH sanguin. Il y a donc à terme un vide, vraiment un vol quelque part du corps de tous ces minéraux, mais notamment le magnésium, le potassium et le phosphore. Ce qui va entraîner vraiment un spasme des fibres lisses, un risque de fracture, un risque d'ostéoporose, mais aussi de dysfonctionnement des nerfs. Si ces nerfs viennent dysfonctionner, eh bien,
la respiration, elle va être de plus en plus laborieuse. Et s'il y a aussi un affaiblissement des os et des muscles, eh bien, il va y avoir en fait une hyperventilation qui entraîne l'ostéoporose, qui entraîne l'hyperventilation, etc., etc. Et va venir aussi augmenter le risque de fracture. Voilà pourquoi la respiration parfaite, d'après les scientifiques, elle serait même pas de 6 secondes, mais de 5,5 secondes pour être précis en inspiration et de 5,5 secondes pour l'expiration. Pour l'hypoventilation, eh bien, le but d'allonger comme ça les expirations et ensuite de faire une rétention, ça va permettre d'avoir les poumons toujours à moitié pleins, mais aussi longtemps que possible avant de recommencer le processus, puisque comme je le disais, on a toujours en fait une réserve d'air afin d'éviter de manquer d'air à un moment donné. Donc le corps, il est fait de façon à ce qu'il y ait toujours de la réserve. Ça, c'est un réflexe. Toutefois, plus on vient créer cette faim d'air, donc faim F-A-I-M, donc vraiment d'aller chercher ce réflexe, plus les reins vont relâcher de l'EPO. Et donc, plus la moelle épinière elle va produire d'hématies, donc de globules rouges. Et plus donc le corps va absorber du dioxygène, et plus donc il va devenir résilient. Donc c'est-à-dire que cette fin d'air va devenir de plus en plus tardivement. Et donc plus il sera capable finalement d'aller plus loin, d'aller plus haut, si on reprend la chanson. Et ça permet de voir aussi que c'est un véritable traitement de fond, autant de l'asthme finalement, puisque pour une personne asthmatique, cette fin d'air, elle arrive très tôt, mais autant aussi pour l'anxiété, puisque ça permet d'entraîner vraiment tous les chémorécepteurs centraux et le reste en fait du cerveau tout simplement à devenir beaucoup plus adaptable aux variations de CO2. Et donc, en termes de CO2, ce qui est le plus intéressant lors de la thérapie, c'est d'augmenter le CO2 à 30%, ce qui est énorme, et non 70% de dioxygène. Donc là, ça met le corps, pardon, vraiment dans un état de stress, donc ne pas le faire tout seul. Il y a par exemple le pranayama qui reprend ça, c'est une transe en fait induite par l'arrêt de la respiration. Donc vraiment, je ne vous conseille pas de le faire seul, mais alors pas du tout, hein. C'est pas le but de cette vidéo. Mais je vous conseille bien plus les travaux de Buteyko puisque c'est beaucoup plus facile, beaucoup plus abordable. Et là, on n'a pas forcément besoin d'avoir quelqu'un à nos côtés pour le travailler. Je terminerai cette vidéo par les 7 règles d'or du mieux respirer et on se retrouve par contre dans une prochaine vidéo spécifique pour aller travailler pour que je puisse vous donner des exercices précis de respiration. Mais ça, c'est uniquement pour les personnes qui sont inscrites à ma newsletter. Donc si ça vous intéresse, vous avez le lien encore une fois en description. Donc, les 7 règles d'or du mieux respirer. Déjà, la fermer, c'est-à-dire fermer la bouche. Respirez donc par le nez. Expirez à fond. Vraiment, essayez au maximum d'avoir des temps dans la journée où vous expirez jusqu'à ce que vous ne puissiez plus aller au-delà. OK? Mastiquer. Ça permet en fait de créer beaucoup plus de cavités sinusales, d'avoir des mâchoires puissantes et des dents aussi qui soient parfaitement alignées. En sachant que les os de la face ne cessent pas de croître après 20 ans. Ce qui veut dire qu'il est toujours possible de venir se remodeler finalement alors à l'heure actuelle, jusqu'aux 70 ans, puisque c'est là où se sont arrêtées les études. Mais c'est évident que si on y arrive jusqu'à 70 ans, on y arrive encore après, hein. C'est aussi important d'avoir donc des aliments qui soient le plus brut possible, le plus cru finalement et coriace possible pour venir vraiment travailler cette mastication. Le mieux, ce serait d'avoir par jour une bonne heure de mastication. On en est mais vraiment super loin, hein. Et entre les repas, le mieux, c'est de vraiment fermer les lèvres, de laisser les dents finalement se toucher légèrement et de toujours placer la langue
au palais, plus précisément la langue au spot. C'est-à-dire que la langue ne doit pas toucher vos dents, mais venir un petit peu en arrière pour se mettre là où c'est le plus, là où elle doit se placer naturellement. Et vous allez voir que vu que le mou modèle le dur, donc tout va reprendre sa place. Il faut du temps, mais ça va venir. Donc, cinquième, respirer davantage, mais parfois. C'est-à-dire de le faire de temps en temps, respirer très intensément durant un bref laps de temps, c'est-à-dire maximum 30 minutes, mais donc toujours respiration nasale, pour là, venir mobiliser tout le corps. Ça a vraiment des profonds effets thérapeutiques et notamment pour les personnes donc avec énormément d'anxiété, de le faire évidemment pas quand ils sont en crise, vraiment quand ils vont bien, quand tout est bon, quand ils se sentent bien, bien calmes, bien détendus. S'ils arrivent à le faire, tous les jours, alors au début pas 30 minutes, peut-être 5 minutes, puis 10 et cetera, à augmenter, eh bien ça leur permettra de venir stabiliser l'anxiété et de faire beaucoup moins de crises finalement, voilà, d'être beaucoup plus serein. Sixième, ne pas oublier de respirer. Alors ça va certainement faire sourire parce qu'on se dit: «Beh, mais non, c'est un réflexe au bout d'un moment de venir respirer». Oui, mais lorsque l'on est concentré sur une tâche, on peut littéralement oublier de respirer et donc ce qui fait que on va venir respirer ensuite par la bouche, mais de façon inconsciente. Donc c'est pour ça en fait qu'il est important de bien s'arrêter de temps en temps et de faire des vraies respirations conscientes, de faire des petites pauses, c'est-à-dire par exemple avant un repas, de vous faire 5 respirations bien conscientes et pleines. Donc ça, et le dernier point, vraiment, n'oubliez pas la formule de la respiration parfaite qui est finalement reprise avec la cohérence cardiaque. C'est le rythme de 5,5 secondes d'inspiration, ou 6 parce que c'est plus facile, et 5,5 secondes d'expiration, ou 6, toujours pareil parce que c'est plus facile. Voilà pour moi aujourd'hui. Je vous souhaite vraiment une radieuse journée. Prenez bien soin de vous. C'était donc Johanna avec tout mon amour. Pour ceux qui veulent aller plus loin, je vous le redis une dernière fois, vraiment inscrivez-vous à cette newsletter afin d'avoir des conseils toujours plus pertinents, toujours plus poussés spécifiquement pour vous. À bientôt.